On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Bon, ça va, ça. Oui, c'est bien, ça déménage. C'est bien, ce c'est petit... bien. Si vous êtes dans la voiture, c'est top. C'est bah ouais, ou pour préparer le réveillon là de ce soir. Ah ouais. Ça met dans l'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça où tu te rendors. Donc, bon. Messieurs, nous allons passer vos coups de cœur. Alors, écoute, Rémi, commence. Ah, alors, pour faire... je ne vais pas découper quelque chose, malheureusement. Vous êtes déçus. C'est un coup de cœur. Dommage. Je vais vous parler de Morgane. Morgane qui est sorti chez Delcourt, de Stéphane Fert et de Simon Cansara, sorti chez Delcourt donc dans la collection Mirage, et qui est un énorme coup de cœur. J'avais déjà lu Peau de 1000 bêtes de Stéphane Fert, et j'ai voulu me procurer donc Morgane, et c'est une bande dessinée. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des scènes assez... difficiles, crues, qui ne sont pas adaptées à un jeune public. Donc, ne vous fiez pas aux très belles illustrations, mais voilà, c'est pour adultes. Et donc, ça reprend, je pense, le mythe, comme on a dit avec Gilles, je pense le vrai mythe de Morgane, qui est la grande sœur du roi Arthur. Et donc, voilà, les planches sont magnifiques, les dialogues sont, ma foi, d'une très bien très naturelle, extraordinaire. Et voilà, donc ça reprend, on voit un peu l'influence de Merlin, je crois qu'il est le fils d'un démon, je crois. C'est ça, le fils du diable. Ouais, Le fils du diable. Oui. Et donc voilà, donc ça reprend toute cette mythologie, et on voit que Morgane a été chassé du trône à cause de Merlin, que Arthur a été placé là de manière totalement accessoire par Merlin, qui dirige un peu les choses dans l'ombre. Pendragon aussi a été utilisé. Donc voilà, c'est vraiment génial. J'espère que vous connaissez cet auteur. Voilà, donc là je vous montre des planches qui ne sont pas pour les enfants, mais voilà, c'est en ça où ce qui m'a touché, c'est qu'on a la beauté des planches, des dessins, du découpage, et justement avec ce sujet que je pensais connaître. Morgane, bon, le roi Arthur, c'est bon, on connaît, sauf que voilà, ça prend une autre tournure, une autre dimension, et voilà, un énorme coup de cœur de Morgane. De Stéphane Fert, c'est sorti chez Delcourt dans la collection Mirage. On est très sur des camailleux de couleurs. Oui, ça évolue. Ouais. Je regardais un coup de bleu, un coup de violet, un coup de gris. C'est totalement c'est magnifique. mal, si je me souviens bien, il est sur ces trois couleurs principalement. On va avoir des dégradés de couleurs après autour de ces trois couleurs, surtout du bleu, du violet, du rose. Ouais. C'est pour rappeler les fameux. Vous voyez le peintre dont je vous parle, qui fait les icônes. Enfin bref, ceux qui ont un peu plus de connaissances pourront répondre, mais comme tu dis, ça a l'air simpliste comme dessin, presque enfantin, mais pas du tout. Après, moins dans les décors. Ouais, c'est ça. C'est encore une autre itération par rapport à Once and Future, du coup, qui parle encore de mythe arthurien. C'est encore une autre façon. Correctement. Très bien, bravo. Mais oui, tu c'est sûr que tu as lu ce que je t'ai passé. Exactement. C'était bien fait tes devoirs. Wow. Mais voilà. Tiens, Jay, tu l'as ouverte. Continue. On t'écoute. Alors moi, je vais vous parler d'un comics qui a un nom imprononçable. Ah bah bravo. Ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead. Oh, quel accent, les gars, quel accent. Et donc, c'est édité chez iComics. C'était chez Boom Studios aux États-Unis. Ouais. Et c'est écrit par Al Ewing, qu'on connaît notamment pour Immortal Hulk, et qui a déjà bossé sur l'univers cosmique de Marvel. Et également dessiné par Simone Di Meo, qui est italien. Et c'est en 2 tomes pour l'instant chez iComics. C'est une série en cours, et donc on est dans le pur indépendant, et c'est une histoire qui se passe donc dans le futur, en 2367 exactement, c'est précis, et ça se passe aux confins de l'univers. On va avoir du coup des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux nécroscopiques, qui vont découper des cadavres de dieux géants qui flottent dans l'espace. D'accord. Alors le concept comme ça peut paraître un peu étrange. On dirait Nowhere dans le Gardien de la Galaxie. Ouais. Ça peut faire penser à ça, effectivement. On le retrouve dans les X-Men aussi, avec les sentinelles, ce genre de choses. Et donc là, on a des dieux, du coup, morts. Effectivement, à chaque fois qu'on les trouve, comme le nom l'indique, ils sont décédés, c'est qu'ils sont morts. Et donc, ils flottent, et on les utilise pour les découper, pour récupérer leur corps, pour en faire différentes ressources énergétiques, notamment. Donc, c'est très réglementé dans l'espace, les vaisseaux qui ont le droit d'aller découper telle partie ou telle partie du corps, parce que ça permet de ramener plus ou moins d'argent derrière. Et donc...
va arriver aux oreilles d'un capitaine d'un de ses vaisseaux, qui est le capitaine Malik. Il va arriver à ses oreilles comme quoi il y aurait un dieu qui serait encore vivant. Et donc, est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'il se trouve? Et donc, il va partir en quête de ce dieu encore vivant. Et du coup, comprendre pourquoi on les trouve à chaque fois, une fois qu'ils sont décédés. Et donc, il y a combien de tomes qui sont parus? 2 tomes, d'accord. Pour l'instant, c'est en 2 tomes. C'est de la pure SF. Clairement, c'est ultra coloré. Il y a beaucoup de couleurs très flashy, néon. Voilà, même si ça se passe dans l'espace. Case réglementaire, on dira. Ah oui, clairement, ils découpent complètement toute la narration, ils déconstruisent tout. Ils se font vraiment plaisir. La narration est complètement éclatée, même en termes de temporalité. On revient en arrière, on voit ce qui s'est passé avant dans la jeunesse de Malik, plus tard, etc. Le récit est épique, clairement on est dans du vrai space opéra comme on peut l'imaginer, et voilà, c'est beau, c'est agréable à lire. Ça demande une deuxième relecture, je pense, parce que il y a de temps en temps on revient un petit peu sur cette narration qui est un peu éclatée, qui est pas forcément évidente à comprendre du premier abord. C'est combien de pages à peu près? Combien de pages? 180 quelque chose. Il y a 5 chapitres dedans. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc c'est en cours ou parce que c'est en cours. C'est en cours de production aux États-Unis. Ah ouais. Il y a tout un tas de couves qui sont absolument magnifiques. À chaque fois, ils utilisent beaucoup le lettrage aussi. Ils jouent avec tout un tas de choses. C'est d'accord. À découvrir pour les fans de SF, quoi. Tout à fait. Gilles. Oui, c'est toi. C'est moi, tout à fait. Je vais vous parler, en ce jour si particulier, d'une bande dessinée de Jean-Louis Munuera qui s'appelle Un chant de Noël. D'accord. Ça va être l'adaptation du roman de Charles Dickens. D'habitude, en bande dessinée, je ne suis pas très fan des adaptations. Je trouve qu'elles ne sont pas réussies. De passer du roman à la bande dessinée, c'est toujours très très compliqué à mettre en image. Mais celle-ci est vraiment bien faite. On va suivre du coup Groove, qui est une jeune femme pas très sympa avec ses congénères. Elle ne les aime clairement pas. Ils sont là juste pour la servir. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est son argent et faire fructifier son entreprise. Et un jour, son collaborateur va mourir. Oui, non, mais t'arrêtes pas. C'est très radiophonique. Je demande pas de faire deux choses en même temps. Non, c'est compliqué. Deux choses en même temps, je peux pas. Pour vous aider, chers auditeurs, il a demandé à ce qu'on lui passe le bouquin et ça a tout bloqué. Moi, je voulais être discret à la base. Pas du tout. Et du coup, elle va se retrouver pour la nuit de Noël avec son collaborateur qui va revenir en fantôme, qui va lui dire je vais te faire découvrir autre chose, on va revoir ta vie ensemble. Il va y avoir 3 fantômes qui vont venir dans la nuit. Et on va partir avec elle dans ses souvenirs. Et qu'est-ce que la magie de Noël? Très très beau, très belle planche. Il y a un petit côté alors Disney. Oui. J'ai trouvé des 101 Dalmatiens. Je sais pas si je sais pas ces planches là, les grandes voilà, mâchoires. Alors on peut, ça fait effectivement penser à Disney, mais ça n'a pas du tout de rapport. L'auteur et dessinateur dessine toujours comme ça. Il a fait une BD là où on repense vraiment à Disney qui s'appelle Sortilège en 4 tomes, où ça reprend le mythe de Disney. Vous avez une jeune femme qui est l'héritière d'un trône qui va être chassée par sa mère. Elle va tomber amoureuse du diable qui va l'aider, qui va lui donner des pouvoirs et qui va reconquérir son trône. Grosso modo, je vous le fais en rapide. Mais ça, c'est le fameux, la fameuse histoire très connue, enfin très exploitée aux États-Unis. C'est du Dickens, non? C'est ça? Oui, complètement. C'est le fantôme des Noëls passés. Les 3 fantômes, avec Noël et les fantômes passés. Voilà, mais visiblement, l'a adapté à une femme. Mais il y a un parallèle qui est fait. Enfin, c'est une réappropriation de ce mythe, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec une couverture, une jaquette, mais qui est vraiment très excellent. Très sympa. C'est un bel objet. C'est chez qui? Chez Dargo. Chez Dargo. Chez Dargo. Ouais. Très sympa. Bel objet. Bah écoute, chacun se fera son idée. Ouais, non, c'est RD. C'est à toi. Oui, à moi. Bah écoutez, moi je vais vous parler de Irrécupérable. Voilà. De Mark Waid et Peter Krause. Alors Mark Waid, grand scénariste, il en est. Oui. Je te passe après, j'en ai encore besoin pour savoir ce que je dis exactement. C'est pareil, pas deux choses à mon nom. Exactement. Donc à l'heure actuelle, il y a deux volumes de l'intégrale qui sont sortis. On est chez Delcourt.
Pour la faire simple, donc on a le Plutonien qui est le grand super-héros. Facilement, très rapidement, on peut le comparer à Superman. La question fondamentale que pose ce comic, c'est est-ce que cet être parfait qui vient d'ailleurs, qui aide tout le monde, quoi que ce soit, au bout d'un moment, est-ce qu'il finirait pas par craquer ? Voilà, quand ces histoires d'amour sont bancales, quand il a toujours aidé les gens et quand il se rend compte que les gens veulent encore plus de lui, alors qu'il peut pas être partout, par définition. Quand son meilleur ami vient à mourir et que c'est son pire ennemi qui prend la place de son meilleur ami pour l'induire en erreur. En gros, on se met à sa place et on se dit jusqu'où je pourrais supporter avant de craquer. Et voilà. Et il finit par craquer. Et donc tout s'enchaîne à partir de là. Donc on a les flashbacks qui permettent de comprendre lentement comment se désagrège son envie d'aider les autres et sa volonté de rester le super-héros que tout le monde veut. Voilà, donc il commence par détruire entièrement sa ville. C'est comme si Superman rasait Metropolis en 2 jours, quoi. Enfin en 2 heures, etc. Et tous ces petits défauts ressortent et sont exacerbés du fait que ça soit le super-héros numéro 1. L'histoire commence, il a déjà vrillé ou L'histoire commence, il a vrillé. D'accord. Voilà, et on essaye de comprendre le pourquoi du comment, et au final on se rend compte qu'on s'attache. Il est entouré de toute une bande d'autres super-héros qui sont là pour l'aider. On est proche de la Justice Society ou des Avengers, etc. Et voilà, ça s'alterne flashback et actuel. On le voit d'ailleurs, son costume passe du rouge et blanc au rouge et noir. On a ce basculement et au début on se dit c'est vraiment juste un gros psychopathe qui a pété un plomb. On se dit il a fait un caprice ou quoi que ce soit, mais moi je l'ai pas mal aussi recroisé avec Homelander. Oui, The Boys, ce que j'allais te dire, ça fait beaucoup penser à ça. On est vraiment là, sauf que Homelander, lui, est déjà comme ça depuis le début et il va pas très bien. Il vivait pas sa meilleure vie. Et voilà, une vie. Il a été amené comme ça. De toute façon, on le voit sur la couverture donne une idée. On le voit sur un trône posé en toute majesté avec les 2 bras couverts de sang, quoi. Donc seul et un regard méchant sur le lecteur. Donc non, moi c'est vraiment et les dessins sont magnifiques, honnêtement. C'est qui au dessin du coup? Tu l'as dit Peter Krause. C'est Krause, ouais. D'accord. Donc il n'est pas super connu. Enfin moi je le connaissais pas forcément. Il me fait penser à Robertson. Son trait me fait penser à Robertson. Voilà, donc il y a une certaine similarité. Et voilà, et au final, même ses collègues qui en essayant de lutter contre lui, tu te rends compte que c'est pas forcément. Ils ont tendance aussi à dévier vers quelque chose de. Est-ce que la fin justifie les moyens? C'est tout. C'est vraiment la question. Ça devrait sortir en combien d'intégrales? Je crois qu'il est prévu 3. À l'heure actuelle, il n'y en a que 2 qui sont sortis. On est chez Boom Studio, donc chez Delcourt. Voilà. C'est quelque chose qui est pour, on va dire, ados, grand ados et adultes. Mais c'était une histoire que je connaissais pas. Et Mark Waid est une référence quand même quand on veut
quand on veut lire quelque chose, on sait qu'on a un peu plus de tranquillité en prenant du Mark Waid. Mais voilà, c'est une histoire parallèle et qui irait très bien dans le genre d'Invincible d'ailleurs, qu'on regroupe la même chose, quoi. Ou Jupiter's Legacy, enfin, on peut retrouver un peu de ce voilà, il y a un peu, c'est toujours un peu ce thème-là, c'est qu'est-ce qui fait de toi un super-héros et jusqu'où te dévouer pour les autres annihile ta propre personnalité, quoi. Donc derrière toutes les scènes d'action, de violence qu'on peut y avoir, on se rend compte que les personnages sont complexes et j'aime ça dans ce travail-là, quoi. Pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Messieurs, non, on a fait le tour, on est dans les temps. Écoutez, chacun a donné son coup de cœur. Vous ferez des idées. Rémi nous mettra ça sur les réseaux. Sur les réseaux, je crois que c'est opérationnel. À chaque fin de ces c'est ça, à chaque fois ce sera mes devoirs. Voilà, tu connais tes devoirs pour la suite. Et puis bon, là, si tu veux commencer la bonne année, il faut t'y mettre correctement.